L'empereur qui fit trembler l'Europe meurt en vomissant des morceaux de son propre estomac. Napoléon, dévoré par une tumeur grosse comme un poing, passe ses dernières heures à délirer sur des batailles pendant que son corps pourrit de l'intérieur. Les médecins lui donnent du mercure qui accélère sa mort. Comment finit le conquérant le plus puissant? Visualisez ceci un instant. L'homme le plus puissant de l'histoire européenne, un conquérant qui commandait autrefois des millions et faisait trembler les rois à son nom. Maintenant, il se tord dans son lit, se tenant le ventre alors qu'un liquide noir et épais semblable à du marc de café déborde de sa bouche. Ses ongles ont viré au bleu, ses jambes sont enflées comme des ballons. Et quand son médecin personnel l'ouvre après sa mort, il découvre quelque chose de si terrifiant que même les chirurgiens britanniques, les plus aguerris, reculent de choc. Vous pensez savoir comment Napoléon est mort, exilé, vaincu, oublié sur une île lointaine. Mais c'est la version propre qu'on enseigne à l'école, ce qui est réellement arrivé à Napoléon Bonaparte au cours de ces dernières semaines ferait détourner le regard du médecin de combat le plus endurci. Car si l'histoire se souvient de la gloire et des batailles, elle oublie quelque chose d'important. L'homme qui avait autrefois régné de Madrid à Moscou a passé ses derniers instants éveillé à quémander une cuillerée d'eau sucrée comme un enfant, son esprit tellement détruit par la douleur qu'il croyait être de retour à la tête de ses armées. Pendant ce temps, son corps se dissolvait littéralement de l'intérieur. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas enseigné dans les classes. C'est le genre de détail qui se cache dans les notes des médecins et les récits des témoins parce que c'est trop perturbant pour la plupart des gens. Le passage du génie militaire le plus redouté d'Europe à quelque chose que ses propres serviteurs loyaux avaient à peine reconnu comme humain. Et voici ce qui rend cela encore plus perturbant. Les médecins qui étaient censés le sauver ont en fait accéléré sa mort. Ils ont utilisé des traitements si brutaux qu'ils seraient considérés comme de la torture aujourd'hui. Mais avant d'en arrivé au moment où l'estomac de Napoléon s'est littéralement déchiré, créant un trou assez grand pour y glisser un doigt, nous devons comprendre quelque chose. Comment un homme qui a survécu à plus de 60 batailles a-t-il fini par mourir d'une des morts les plus douloureuses imaginables? Un homme qui a été abattu à bout portant et s'est relevé, qui a traversé l'hiver russe et a survécu pour en parler. 17 mars 1821, île de Sainte-Hélène, 2000 milles de la Terre, ferme la plus proche au milieu de l'océan Atlantique Sud. Napoléon Bonaparte ne peut plus se tenir debout sans aide. Pensez-y, 6 ans plus tôt, cet homme même s'était échappé de son exil à Elbe. Il a traversé la France avec juste 1000 hommes et a repris son trône sans tirer un seul coup de vœu. Les soldats envoyés pour l'arrêter ont jeté leurs armes et l'ont suivi. Maintenant, il ne peut même pas garder un verre d'eau. Le changement a commencé par quelque chose que Napoléon faisait chaque jour, prendre un bain, mais ces bains n'étaient plus normaux. Son serviteur, Louis-Joseph Marchand, regardait l'empereur passer des après-midi entiers allongé dans une baignoire en cuivre. L'empereur qui travaillait autrefois des journées de 18 heures. L'eau était si chaude qu'elle rougissait sa peau. 6 heures, parfois 8, ajoutant de l'eau brûlante chaque fois qu'elle refroidissait. Sa peau se plissait et pelait alors qu'il s'accrochait au bord avec des points blancs. Le bain était le seul endroit où le feu dans son ventre se calmait. En dehors de cette baignoire en cuivre, chaque mouvement était comme si quelqu'un tordait un couteau chaud dans son estomac. Il avait mangé ses repas en 15 minutes toute sa vie. La nourriture était du carburant, rien de plus. Maintenant, même l'odeur du pain lui donnait des nausées. Voici ce qui se passait réellement dans son corps. Une tumeur de la taille d'un poing avait poussé dans la paroi de son estomac. Pas n'importe quelle tumeur, un cancer qui avait poussé sur plus de 10 cm, s'enroulant autour de son estomac comme un parasite. Chaque battement de cœur poussait le sang dans ce tissu malade. Chaque respiration le faisait appuyer contre ses autres organes. C'était littéralement en train de le dévorer de l'intérieur, cellule par cellule, pendant qu'il était assis dans cette baignoire, essayant de faire disparaître la douleur. En avril, le corps de Napoléon avait commencé à changer de manière à horrifier ses serviteurs. Le comte Montholon, qui l'accompagnait depuis Waterloo, ne pouvait pas cacher son choc. Les bras de l'empereur, qui avait autrefois saisi des roues de canon et les avait déplacés durant la bataille, s'étaient réduits
a de la peau recouvrant des os. On pouvait entourer son muscle du bras avec le pouce et l'index en laissant de la place. Mais son ventre avait horriblement enflé, rempli de liquide provenant du cancer. Il avait l'air de 9 mois de grossesse. Ce squelette d'homme avec un ventre de ballon. Lorsqu'il essayait de marcher, aux rares fois où il pouvait se lever, il devait s'incliner en arrière pour équilibrer le poids de ce ventre enflé. L'odeur dans sa chambre était devenue indescriptible. Non seulement une odeur corporelle ou de maladie, c'était l'odeur douce et épaisse de la mort des tissus. La tumeur avait commencé à pourrir alors qu'il était encore en vie. Ses serviteurs brûlaient du soufre et de l'encens pour tenter de camoufler cela. Ils avaient scellé les fenêtres car les médecins pensaient que l'air frais empirerait son état. La combinaison créait une atmosphère si épaisse qu'on aurait presque pu la goûter. 15 avril, dimanche des Rameaux. Napoléon a appelé l'abbé Vignali, un prêtre. L'empereur qui s'était couronné lui-même, qui avait emprisonné le pape, qui avait traité Dieu comme un outil politique, voulait les derniers sacrements. « Je sais que je suis en train de mourir », a-t-il dit au prêtre. Pas dramatiquement, avec un ton factuel comme s'il commentait la météo, mais même face à la mort, l'ego de Napoléon flambait. Il a passé ces quelques heures claires à dresser son testament avec une précision militaire. Chaque détail est calculé pour un impact maximal. Il a laissé 10 000 francs à Cantillon, l'homme qui avait tenté de tuer Wellington. Depuis son lit de mort, dit-on, Napoléon tirait encore des balles sur ses ennemis, combattant toujours des guerres qu'il avait déjà perdues. Puis sont arrivés les traitements qui auraient été considérés comme des crimes de guerre s'ils avaient été appliqués à un prisonnier. Le docteur Archibald Arnott, le médecin britannique, croyait en la médecine de son temps. Lorsque Napoléon ne pouvait pas utiliser les toilettes, la tumeur bloquait ses intestins. Arnott a prescrit du calomel, 10 grains de chlorure de mercure. Laissez cela pénétrer. On lui administrait du mercure alors que son estomac se dissolvait. La première dose a déclenché quelque chose d'horrible. Napoléon a expulsé ce que Bertrand a décrit comme la plus grande selle d'un mois, noire comme du goudron, empestant le sang et la décomposition. Un saignement interne si grave qu'il avait transformé ses déchets en quelque chose qui ressemblait à du goudron de toiture. Arnott a vu cela comme un progrès. Il a prescrit encore 10 grains. Le 28 avril marqua le début de la fin. L'esprit de Napoléon, cette brillante machine à penser qui avait manœuvré toute l'Europe par Miami, a commencé à se fissurer. Mais cela ne s'est pas produit en silence. Cela a explosé en hallucinations si vives que tout le monde dans l'arrière de la pièce pouvait suivre. « La cavalerie !» criait-il soudainement, se redressant dans son lit, ses bras squelettiques positionnant des troupes invisibles. « Envoyez la garde, maintenant !» Il était de retour à Austerlitz, sa plus grande victoire, combattant des Autrichiens qui étaient morts depuis 15 ans. Ses mains se déplaçaient sur des cartes invisibles, sa voix appelant des positions, coordonnant des attaques contre des ennemis qu'il était le seul à voir. Marchand pleurait ouvertement en voyant cela. L'empereur n'était pas seulement en train de mourir, il était piégé dans son propre passé glorieux, combattant des batailles dans un corps qui ne pouvait même plus contrôler ses propres intestins. Parfois, il appelait Joséphine, morte depuis 7 ans. Parfois, il était en Égypte, exigeant de l'homme revivant des campagnes d'il y a 20 ans, pendant que son corps se noyait dans ses propres fluides. Le 1er mai, ça apportait une scène d'horreur pure. Napoléon exigea de marcher. Il savait qu'il était empereur et les empereurs ne restent pas au lit. De serviteurs ont essayé de l'aider à se lever. Il a fait exactement 3 pas. Au 4e, ses jambes ont flanché. Alors qu'il tombait, son estomac s'est tordu si violemment que tout le monde a pensé qu'il était en train de mourir sur le coup. Ali, son serviteur personnel qui l'accompagnait depuis les pyramides d'Égypte, a plongé en avant et l'a attrapé. Ils l'ont porté de retour au lit, mais Napoléon continuait à essayer de se lever. « Mon armée !» haltait-il. « Où est mon armée ?» Et ils ont dû le maintenir physiquement. 4 hommes adultes contrôlant l'empereur de France alors qu'il luttait pour examiner des troupes qui n'existaient que dans son cerveau mourant. Les médecins britanniques ont décidé qu'un traitement plus agressif était nécessaire. Ils ont appliqué des emplâtres brûlants, des patchs
imbibé de coléoptères écrasés qui provoquent de graves brûlures chimiques. La théorie était que la douleur extérieure ferait ressortir la maladie intérieure. Ils ont couvert sa poitrine, ses pieds, ses mollets avec ses patchs brûlants. La peau de Napoléon, déjà jaune à cause d'une insuffisance hépatique, avait maintenant des cloques rouges enflammées qui laissaient échapper un liquide clair. Ils étaient littéralement en train de le brûler vivant pendant que le cancer le dévorait de l'intérieur. Le 3 mai, les médecins lui administrèrent d'un 20 grains de calomel, assez de mercure pour empoisonner un homme en bonne santé. Mais ils n'attendirent pas qu'il agisse naturellement. Ils l'ont suivi d'un lavement si violent que Napoléon a crié. L'empereur, qui n'avait jamais montré de faiblesse, qui avait traversé des grêlons sans fléchir, a crié. Le cri a résonné à travers Longwood House, pas un cri de douleur, mais d'ultime honte. L'homme qui avait redessiné les frontières de l'Europe était maintenu alors que des inconnus lui pompaient de l'eau mélangée au mercure dans le corps. Quand c'était fini, il tourna son visage contre le mur et ne voulut plus regarder personne pendant des heures. Le traitement a déclenché une cascade d'horreur. Le corps de Napoléon expulsait celle après celle, chacune plus noire que la précédente, mais mélangés à ces déchets noirs se trouvaient des morceaux d'autre chose, des morceaux de la paroi de son estomac. Son système digestif était littéralement en train de se désagréger, sortant en morceaux. Le 4 mai à l'aube, le mercure avait causé quelque chose de terrible. Napoléon a commencé à vomir avec une telle force que des vaisseaux sanguins ont éclaté dans ses yeux. Le blanc de ses yeux est devenu complètement rouge. Ce qui sortait n'était plus seulement du sang. Bertrand a vu des morceaux de tissu dans le vomi, de réels morceaux de l'estomac de Napoléon. Entre deux vomissements, Napoléon a essayé de parler. Le sang abondait de sa bouche, se mêlant à ses mots. « France, mon fils, l'armée ». Même alors que ses organes se liquéfiaient, ses pensées allaient vers le pays, le fils et les soldats. L'odeur dans la pièce était devenue comme celle de la fin du monde. Pas seulement la mort, mais une décomposition active. La tumeur avait complètement traversé la paroi de son estomac. Seule une adhésion miraculeuse à son foie, du tissu cicatriciel qui s'était formé comme un bandage naturel, empêchait le contenu de son estomac de se déverser dans son ventre. Il était techniquement en vie avec un trou dans l'estomac assez grand pour y glisser un doigt. Le 5 mai, 3h du matin, Napoléon est entré dans ce que les médecins appellent la spirale de la mort. Sa respiration était devenue Shane Stokes, des râles rapides. Suivi de rien, son cerveau oubliait comment contrôler l'oxygène. Entre les hoquets et les gémissements de son système digestif détruit, les témoins ont entendu ces derniers mots clairs. Mais même ces derniers mots sont contestés. Montholon a entendu « France, armée de Joséphine ». Marchand a entendu « France, mon fils, l'armée ». Bertrand a enregistré « tête, armée, chef de l'armée ». Oh, ils ont tous entendu ce qu'ils attendaient de leur empereur, ou peut-être que Napoléon, même mourant, s'adressait à tous en même temps. À 5h30, sa gorge avait enflé au point de se fermer. Il ne pouvait plus parler, ne pouvait plus crier. Il ne pouvait faire que des sons que ses serviteurs décrivaient comme animaux. Des bruits profonds provenant de sa poitrine. Ses yeux, ces célèbres yeux gris qui avaient fait trembler les généraux, étaient fixés sur quelque chose au-delà de la pièce. Le matin apporta une horrible copie de la cour impériale. 16 personnes s'entassèrent dans sa chambre. Elles se tenaient autour de son lit comme des courtisans, mais au lieu de recevoir des ordres, elles le regardaient mourir par paliers. Le docteur Arnott, désespéré, pressait des bouillottes chaudes contre le ventre enflé de Napoléon. La chaleur contre la tumeur provoquait une telle douleur que le dos de Napoléon se courbait hors du lit. Sa bouche ouverte dans un cri silencieux, sa gorge trop enflée pour produire un son, ils ont tenté une dernière torture. Des emplâtres de moutarde sur ses pieds conçus pour le choquer et le ramener à la vie. L'odeur de moutarde, mêlée à la décomposition, créait une atmosphère qui rendait même les médecins malades. La peau de Napoléon, où elle n'était pas jaune due à la jaunisse ou rouge des brûlures, était devenue violette, tachetée par manque d'oxygène. À 17h49, après 17 heures d'angoisse finale, Napoléon Bonaparte a cessé de respirer. Et pas de dernier mot, pas de grand geste. Son corps, poussé au-delà de toute limite,
a tout simplement cessé. L'autopsie du lendemain a révélé l'horreur complète. Lorsqu'ils ont ouvert son ventre, plusieurs médecins ont dû quitter la pièce. L'odeur de cancer, douce, pourrie et inoubliable, remplissait la salle de billard. La tumeur n'avait pas seulement poussé, des parties s'étaient mises à mourir et à pourrir pendant que Napoléon vivait. Son estomac était presque entièrement cancéreux, dur comme du cuir. Le trou était exactement là où les médecins l'avaient prédit, près du pylore. Le docteur Antomarchi a démontré le trou en y enfonçant son doigt. Mais ce qui était pire, ce étaient les bosses blanches éparpillées dans ses intestins. Le cancer se propageait comme des perles enfilées à travers ses tripes. Napoléon était en train de mourir depuis des années. Chaque moment de son exil, chaque plan d'évasion, chaque mémoire dictée, tout en voyant cette chose grandir en lui, le dévorant cellule par cellule. Ils ont retiré des morceaux de lui. Officiellement, son cœur et son estomac sont allés dans des conteneurs en argent pour être enterrés avec lui. Officieusement, le docteur Antomarchi a coupé des morceaux de côte quand les Britanniques ne regardaient pas. Ça ne regardait pas car des mèches de cheveux ont été prises et ces parties privées ont prétendument été retirées et cachées, finissant finalement dans la collection d'un médecin américain où elles demeurent aujourd'hui, ayant l'apparence, comme l'a noté un observateur, d'une lanière de cuir. Ils ont habillé ce qu'il restait de son uniforme vert, placé son fameux chapeau à ses pieds. Mais la vraie surprise est survenue 19 ans plus tard lorsqu'ils l'ont déterré pour ramener son corps en France. Le tombeau ouvert en 1840 a révélé quelque chose d'impossible. Napoléon était parfaitement préservé. Pas squelettique, pas pourri. Ses traits étaient reconnaissables, sa peau blanche comme du marbre, son uniforme parfait, 19 ans dans le sol et il avait l'air d'avoir été enterré hier. La préservation était trop parfaite, cela a suscité des théories qui persistent en Québécois encore aujourd'hui. L'arsenic dans son système agissant comme un agent conservateur, un embaumement secret, ou cette dernière préservation impossible était-elle simplement un autre mystère dans une vie pleine de mystères? En fin de compte, l'horreur de la mort de Napoléon n'était pas seulement le cancer, l'empoisonnement au mercure ou la torture médicale, c'était la destruction complète de tout ce qu'il avait été. Le brillant stratège devenait délirant. La volonté de fer s'effondrait en des supplications infantiles. Le corps qui avait conquis l'Europe devenait une horrible coquille, pourrissant de l'intérieur tout en continuant à respirer. Sa dernière pensée claire était pour la France et son armée. Pas de gloire, pas de pouvoir, juste un soldat mourant appelant ses troupes une dernière fois. L'empereur qui avait fait trembler l'Europe est mort tremblant lui-même. Pas de peur, mais des spasmes incontrôlables d'un corps qui se détruisait. Aujourd'hui, les touristes s'émerveillent devant son immense tombeau rouge à Paris. Ils voient la gloire sculptée dans la pierre, mais à l'intérieur de ce tombeau repose un homme qui est mort en vomissant des morceaux de son propre estomac, dont le changement final d'empereur à cadavre était si horrible que même ses médecins ne pouvaient en regarder. L'empereur qui a conquis des nations n'a pas pu conquérir le cancer dans son ventre. Et au cours de ces derniers jours, alors que son corps pourrissait littéralement de l'intérieur tout en respirant encore, Napoléon Bonaparte a découvert la vérité qui attend tous les conquérants. À la fin, nous mourrons tout seuls, nous mourrons tous mal, et la mort ne se soucie pas de la gloire,